pas avant dans 50 ans, on va avoir un fermentaire. Non, le fermentaire pourrait arriver à Vancouver aujourd'hui, puis il est là. Vulnérabilité qui fonctionne de la sensibilité de l'infrastructure. Donc, si vous avez une infrastructure en bon état, elle va pouvoir être plus résiliente, elle va pouvoir plus absorber les effets. Si elle est en mauvais état, elle va avoir une tendance à avoir des problèmes. Donc, avec Ingénieurs Canada a développé un outil en 2007 pour évaluer la vulnérabilité de l'infrastructure dans le contexte de l'interaction entre un événement climatique et l'élément d'infrastructure. Donc, c'est une méthodologie, c'est de la gestion du risque. Et c'est un outil quand même qui a été utilisé dans à peu près 45 municipalités à travers le Canada. Donc, ce n'est pas un outil théorique, c'est un outil pratique. Au Québec, la ville de Trois-Rivières l'a utilisé pour le réseau d'aqueduc, le réseau d'égouts, Laval l'a utilisé pour un élevage de surbaisse, la ville de Montréal vient juste de l'utiliser. Donc c'est un outil qui va nous aider à l'adaptation. On travaille avec une matrice de risque. Alors, on crée une matrice de risque des risques aujourd'hui, puis les risques futurs. Donc, c'est un outil. Alors, pour conclure, je ne vais pas vous donner de solution possible parce que je ne connais pas les risques associés aux infrastructures. Et je pense que dans la ville de Gatineau et dans la région, on ne connaît pas vraiment les risques qui sont associés parce qu'on ne peut pas parler de risques sans parler d'événements. On ne peut pas parler de risques sans parler d'interaction entre un événement climatique et une infrastructure. Alors, si je vous laisse sur l'appétit d'avoir des solutions d'adaptation, vous allez devoir me réinviter l'année prochaine pour que je vous parle de solutions. Une fois qu'on aura évalué c'est quoi les risques. Et ce que je vous dis ici, ce n'est pas mitigation versus adaptation, mais c'est mitigation et adaptation. Je vous remercie beaucoup. Avant de conclure avec le mot de la fin de M. Amos, j'aimerais inviter tous nos panélistes ainsi que M. Fergus à l'avant pour la période de questions. Donc, est-ce qu'on a un micro pour les questions? Non. Peut-être que non, mais vous pouvez vous lever chacun de votre côté. Ah oui, on en a un qui est juste là. Donc, si vous voulez vous approcher au micro pour poser vos questions à un ou plusieurs des panélistes et à M. Fergus. Oui, bonsoir. Ma question s'adresse à M. Legros. On penserait que l'incinération des déchets découragerait la récupération et le recyclage parce qu'il faut alimenter la bête avec le plus de combustible possible pour la rentabiliser, surtout le papier et le plastique, qui a une autre valeur énergétique. Mais Vienne semble être l'exception qui confirme la règle. Est-ce que Vienne est la seule exception et qu'est-ce qui expliquerait ce paradoxe-là? En fait, effectivement, nourrir la bête, c'est un paradoxe qui est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, si on regarde la situation à Vancouver, ils avaient prévu un deuxième incinérateur. Ils ont abandonné l'idée, justement, parce que il y a d'autres traitements qui sont favorisés. Donc, on va valoriser. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller chercher l'énergie de la matière résiduelle pour lesquelles on n'est plus capable de faire du recyclage ou de la valorisation de matière, mais ça pourrait être fait de façon un petit peu différente. Combiner ces matières-là avec d'autres matières, on peut penser à des biomasses par exemple, et que ça devienne des sources d'énergie pour des industries très énergivores. Au lieu de faire des gros incinérateurs qui vont devoir recevoir la matière continuellement, mais penser plutôt à transformer les résidus éventuels, pour lesquels on peut recycler, etc. Et en faire, et aller quand même faire la valorisation énergétique, mais de façon différente. On parle aussi d'une nouvelle façon de faire de la gasification pour créer de nouvelles molécules et là rentrer dans les chaînes de produits chimiques. Dans l'Est de Montréal, ils sont très intéressés à faire ça, justement, parce qu'ils ont tous
est-ce que Vienne brûle surtout de la matière organique? Puis, est-ce qu'ils font de la digestion anaérobie ou quelque chose comme ça pour produire du méthane? Non, c'est ça. Ils font plutôt de l'incinération. Intéressant. Au Yuna, vous faites du biogaz qui met dans les réseaux de transport ou de chaleur urbaine que je trouve à cause. Alors, ils commencent à penser à reconvertir les flottes de livraison UPS et autres livraisons à domicile comme ça. Alors, on pourrait commencer, la première étape sera peut-être les camions évidemment. Le gaz, effectivement, général. D'accord. Merci beaucoup, les conférenciers. Excellent, une belle présentation, bien préparée, bien délivrée. Moi, j'ai une question pour le dernier conférencier. Vous y avez touché un tout petit peu. Moi, c'est votre carré rouge, là, des équipements qui sont en bon état, là, 44%. J'ai eu l'occasion de conseiller à la ville de Gatineau, la vieille ville de Gatineau. Puis, le même bureau, sûrement, qu'il y avait les mêmes problèmes à Hall. C'est que, de plus en plus, la pluie des 50 ans, elle arrive souvent, puis elle arrive d'un coup. Votre 44% qui est en bon état, là, il ne fonctionne pas lorsque ces pluies-là arrivent. Alors là, à Gatineau, on parle d'un grand projet, on va faire une bibliothèque, puis nos égouts sont pourris. Ça fonctionne encore, mais lorsqu'on a de ces pluies-là qui arrivent, alors ça veut dire que même le 45%, 44%, là, il faudrait y voir déjà tout de suite. Parce que ça se retrouve dans nos sous-sols, puis c'est pas agréable. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis que 44%, c'est l'état physique de la conduite. Ça ne veut pas dire que la conduite, si c'est un 12 pouces ou un 24 pouces, qu'elle a la capacité de prendre la pluie. Donc, pour un nouvel édifice, par exemple, c'est de regarder comment est-ce que vous contrôlez le drainage à la source pour que l'eau s'écoule, disons pas les 10 minutes qu'il va y avoir de la pluie, mais il y a une rétention qui se fait où l'eau peut se dégager dans les eaux pluviales quand il a la capacité. Alors donc ça devient une question de planifier, de gérer l'écoulement de l'édifice vers le réseau. Le contrôle à la source, des bassins filtrants, il y a toutes sortes de dispositions qui peuvent être utilisées pour s'assurer que la capacité existante puisse soutenir ces flux-là. À un certain moment, il est possible que non, la capacité existante n'est pas assez, n'est pas suffisante pour pouvoir tenir compte de ça. Un des problèmes de l'aménagement et des principes d'écoulement, c'est qu'on a un nouveau développement. Disons, si on prend un bassin versant, on va avoir un nouveau développement, on veut que l'eau se passe de développement jusqu'à une rétention en 10 minutes. OK, il n'y a pas de problème. Mais on est en train de construire 3, 4, 5 développements et on veut que toute cette eau se rende en 10 minutes au même endroit. C'est le problème du trafic sur les autoroutes. Tout le monde veut être là en même temps à la même heure. On n'a pas la capacité. C'est la même chose pour le drainage urbain, c'est la même chose pour Alors il faut s'assurer que l'eau fait du covoiturage, l'eau fait du télétravail, donc ça ne va pas tout en même temps. C'est le principe de certains bassins de rétention, C'est ça. C'est ça, là, pour notre conscience, on pense qu'on est correct, parce que les bassins de rétention, lorsque la pluie est passée, on flush, ça va la rivière. Ça va même pas. J'avais cru comprendre que le 44% de bons ou d'excellents que vous avez parlé, je pensais que c'était pour les 20 millions d'habitants canadiens et non pas pour la ville de Gatineau. La ville de Gatineau, c'est pire que ça, là. Mais la ville de Gatineau a participé à l'étude de 2016, ouais. Donc leurs données sont incluses dans On pourrait avoir la moyenne à ce moment-là, c'est bon. Mais je voulais revenir sur la question de la gestion des déchets. À savoir que, je sais bien que vous avez dû résumer, là, pas tout dire, mais est-ce qu'on, là maintenant, la planète reconnaît que les gaz à effet de serre, il faut les diminuer. Moi, je pense que, appelons-les les fabricants d'emballage, OK, c'est principalement ça qu'on trouve dans nos déchets, là.
Mais les grands fabricants d'emballage de la planète, là, les multinationales qui font ça, il va falloir qu'ils se mettent à la page, eux aussi. Puis ce qui n'est pas recyclable aujourd'hui, qu'on cherche à faire l'enfouissement ou l'incinération, quoi que ce soit, pourquoi qu'on s'occupe simplement pas de bord? Regardez ces produits-là, ça appartenait à lui, on retourne chez eux, on dit changer de produits, de procédés et de produits, ça passe pas dans notre économie circulaire. C'est eux autres qui s'adaptent, c'est pas nous autres d'essayer d'appuyer ces délinquants-là. Juste un commentaire, effectivement, il y a des entreprises qui ont commencé à faire ça. Renault en France le fait. Quand il va vous vendre une voiture, il va vous vendre la voiture, il va vous vendre la fonction de la voiture là, mais la voiture va toujours appartenir à Renault. Il va la reprendre à la fin, il va se démanteler, il va refaire autre chose. Donc il faut se mettre dans ce mode-là. Bonjour, je vous remercie beaucoup de votre présence. C'était vraiment trois conférences très intéressantes. Ma question, c'est plus aux députés d'Elmer, et puis peut-être au maire ou quoi que ce soit. On parle beaucoup d'aménagement urbain, et puis l'aménagement urbain, c'est sur une échelle d'au moins 20 à 30 ans. Toutefois, à Montréal, il y a quelque chose qui m'a vraiment inspiré, c'est la rue Sainte-Catherine. Je trouve qu'on fait des événements d'envergure où on arrête en été la circulation pour que les citoyens puissent s'approprier de la rue. Que pensez-vous d'en faire un pour Gatineau? Voilà. Encore une fois, je vais m'avancer, mais je ne suis pas le conseiller. Alors, ça ne relève pas de ma juridiction. Mais je pense que M. Carrel a mentionné aussi dans sa présentation, quand on est à New York ou à plusieurs villes, on est en train de repiétonner des rues. On prend le contrôle de ces rues-là. On est en train de faire ça à Gatineau aussi, au centre-ville de Hall. Pas de souhait qu'on va rendre la rue Laval comme une rue piétonnière. Je pense que c'est une bonne idée. Dans le vieux Albert, chaque année, l'association des commerçants, ils organisent une journée où on invite le monde à passer. Puis, honnêtement, je pense qu'on peut fermer la rue principale, puis les gens, le trafic va être l'engagement de la population va venir. Les gens aiment avoir la chance de circuler ensemble, en toute liberté, sans regarder si nous pouvons se faire frapper par une voiture. Alors, c'est quelque chose à encourager. On fait ça dans plusieurs villes avec des festivals. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Dans le fond, en anglais, on parle de open street. Et en français, on parle de rue fermée. Je pense qu'il y a un rapport à cette intervention qui n'est pas de bloquer les gens, qui est de l'ouvrir aux enfants, qui est de l'ouvrir aux gens et de le profiter de la rue fermée. On ne voit jamais qu'on peut le dire. D'en avoir certaines, ça réapprend à les prendre différemment. D'en avoir des exemplaires, des centrales, des commerciales, ça va montrer que c'est possible, qu'il y a un effet d'entraînement. Il n'y a pas une ville qui n'est pas en train de le faire dans le monde, qui réfléchir à aller vers des grandes rues piétonnes inspirantes. Alors il y a une belle vague avec ça. L'exemple de Sainte-Catherine, actuellement c'est temporaire, mais souhaitons qu'à terme, en fait, la ville se questionne aussi sur tellement si ça marche, il faut le faire de manière permanente. Alors d'avoir des aménagements modulables au début, permettre de tester ça les fins de semaine, puis l'été, puis finalement, on est sur ça jusqu'au fait, en marché de Noël. Finalement, ça devient permanent. Je vais juste penser à une autre chose. Aussi, il y a des exemples très intéressants en Europe aussi. Au lieu de fermer la rue complètement, ce qu'ils font, c'est partager. Alors, les automobiles, les gens qui utilisent les vélos, en fait, la même chose. Et ce qui arrive, qui est très intéressant, tout d'abord, les automobilistes roulent beaucoup plus lent. Beaucoup moins de fatalité et les gens apprennent à juste partager la même histoire. C'est très intéressant. On va prendre une dernière question. D'abord, merci
ici pour le credo. Je ne sais pas comment vous avez fait pour diriger des bons conférenciers comme ça, mais ça fait 2-3 fois. De revenir sur la question des infrastructures, la pluviométrie, parce que vous n'avez pas parlé des arbres. Puis moi, je suis un peu le maniaque des arbres. J'ai souvent l'impression que les planificateurs ne comprennent, ne voient que le rôle de l'ombre de l'arbre. Mais l'important, en été, c'est sur l'évaporation. L'évaporation de l'eau. Et justement, il y a trop d'eau dans notre ville. Il tombe 800 mm de pluie. À l'état naturel, il y a une forêt ici. Dans l'Ouest canadien, c'est 400 mm de pluie, il n'y a pas de forêt, c'est normal. Mais nous, ici, il pleut beaucoup. Et justement, en été, il fait chaud. Donc, on nous offre là un radiateur, un système intégré de rafraîchissement qu'on n'utilise pas parce qu'on se dépêche à envoyer l'eau dans l'Outaouais. C'est un non-sens. Il faut que les gens s'approprient l'évapotranspiration. Je sais pas si vous en entendez. Tout à fait d'accord. Je pense que on est d'accord pour la lettre de montrer il faut vraiment éviter le système naturel de gestion de l'eau sauvage. Il pleut, c'est accumulé, ça sort. On va avoir plus de canicules, donc les sols vont durcir. Quand il va pleuvoir, ça ne va pas pouvoir avoir les absorptions normales. Donc ça va circuler, ça va aller dans l'égout pluvial, ça va se trouver dans la rivière. Il y a tout un cycle hydrologique urbain qu'il faut gérer. Et ça gère par les forêts vertes, ça gère par les forêts urbaines, ça gère par les bassins drainants, dans toutes sortes d'outils qui existent. Mais qu'il faut s'assurer sont planifiés dans les plans officiels de la ville qui sont sur 20-30 ans. Parce qu'une fois qu'on construit l'infrastructure, elle va être là pour longtemps. Et donc, il faut penser en anglais, je ne sais pas faire, c'est adaptive management. C'est la tendance pour pouvoir dire, bon, on a de l'incertitude par rapport à ce qui va se passer au point de vue température et précipitation dans 50 ans. Okay? Mais on peut développer nos infrastructures pour qu'elles s'adaptent et qu'on puisse les adapter dans 20 ans si les projections des climatologues se concrétisent. Et si elles ne se concrétisent pas, on n'aura rien perdu. Parce que développer une infrastructure qui peut s'adapter au changement climatique, ça ne veut pas dire que ça va être plus cher. Au contraire, on voit dans la région de Toronto, il y a énormément de Mississauga a créé certaines infrastructures adaptives pour vraiment gérer ça. Et ça va coûter pas plus cher. Et donc, en fait, on protège l'environnement humain, on protège les infrastructures, on les fait durer plus longtemps. Et ça ne veut pas dire qu'on va construire plus gros ou plus fort. Un des exemples d'infrastructure, il y a aussi le pavé alvéolé, plutôt qu'avoir des stationnements juste en asphalte, d'avoir des sols perméables. Ça s'en vient. La roche de rivière, les garnettes, ça fonctionnait mieux finalement que l'asphalte. Des fois, on a perdu certains savoir-faire. Quelque chose qui est ironique, c'est qu'on a augmenté les deux parts d'augmentation de l'énergie qu'on consomme, principalement c'est dans nos véhicules, dans nos climatiseurs. Alors, on a plus d'asphalte pour stationner nos véhicules, donc il fait de plus en plus chaud, et donc la Terre se réchauffe, et donc on a besoin de plus en plus de climatiseurs qui réchauffent la planète. Donc oui, avec simplement le retour aux infrastructures végétales, on pourra contrôler ça. On va y aller pour une dernière question. Merci. Ma question pour le professeur Legros. Pourriez-vous nous parler un peu plus des projets de chauffage et climatisation à Montréal et de la cité verte? La cité verte, je n'ai pas beaucoup de détails, malheureusement. Je ne peux pas vous donner plus, mais ce que j'en sais, c'est ce qui est prévu, effectivement, c'est de collecter des déchets, d'utiliser de faire de la valorisation pour retourner la chaleur et la climatisation. Je ne connais pas les capacités qui sont prévues. Sur le site,
Donc, merci beaucoup à nos panélistes. Avant de donner la parole à M. Amos, si M. Bureau aimerait dire un petit J'aurais un commentaire, mais avant de faire le commentaire, on a eu 6 belles conférences. J'aimerais remercier le directeur du Credo et toute l'équipe qui y travaille pour les 6 conférences qu'on a eues. D'abord, mon premier commentaire, j'aimerais remercier le député Greg Fergus pour sa vision. Je pense que le Credo est un grand collaborateur pour cette vision-là, pour l'accomplir. Et si on a pu faire un bout de chemin avec le Rapibus dans le secteur de Gatineau, c'est grâce au gouvernement. Sans le gouvernement, on ne peut pas y arriver. Donc, merci beaucoup de la vision. J'ai eu la chance aussi, quand j'étais maire, de faire un voyage d'une douzaine de jours pour le transport en commun, dont 6 jours à Copenhague. Puis j'ai passé une journée dans le bureau de l'architecte de Jan Gehl, qui est l'architecte par excellence au Danemark. Puis il y a 2 ou 3 choses qui m'avaient frappé. D'abord, à Copenhague, depuis 22 ans, on réduit le stationnement, les places de stationnement de 3%. Donc ça fait 22 ans qu'on fait ça. Donc, les autos qui veulent rentrer à Copenhague, ça devient très, très difficile. Même, vous ne pouvez pas approcher d'une école en auto. Il faut laisser l'enfant très loin de l'école. Et puis, les taxes aussi au Danemark. Les taxes sur une auto, pour les gens qui ne savent pas, quand vous achetez une auto au Danemark, c'est de 75 à 125% de taxes. Donc, la Toyota qui coûte 25 000 peut coûter près de 100 000 $. Donc, c'est une vision gouvernementale aussi. Et puis, à Copenhague, pour le transport actif, c'est assez phénoménal. Il y a 15 rues le matin, il y a plus de 30 000 cyclistes. Et l'hiver, on déneige les trottoirs avant les rues. C'est un commentaire. On n'est pas encore rendu là, mais c'est quelque chose. Donc, merci encore de voir à toute l'équipe. Puis, je sais que Will s'en vient. Puis, on est très, très heureux d'avoir Will ce soir, puis Greg là. Puis, on aura certainement la chance aussi de rencontrer Mme McKenna au cours des prochains mois. Merci beaucoup. Bureau. Et j'aimerais maintenant présenter William Amos, député de Pontiac, qui va prononcer le mot de clôture. Monsieur Amos. Merci tout le monde. Merci Mme Richard, M. Bureau, tout le monde de Credo, Benoît Delage, M. Legros, M. Gravel, M. Couillot et l'honorable membre de mais c'était une telle vision, et je sais que je n'ai pas pu écouter son discours, mais j'avais lu son discours alors, parce que bien sûr on en parle de ces affaires ensemble. Je suis tellement impressionné par sa vision. Vraiment, je suis tellement heureux de pouvoir travailler avec des collègues comme Greg qui sont des leaders. C'est très important. Je l'apprécie beaucoup. Aujourd'hui, Benoît m'avait demandé donner un peu perspective de l'intérieur de ce que je fais sur le thème de l'environnement, mais aussi de donner un peu d'espoir. Parce que parfois, ce qui se passe au fédéral dans l'environnement, on lit nos journaux, on lit les grands enjeux, mais il y a plein de choses qui se passent. Alors, je vais m'attarder un peu là-dessus. Mais bien sûr, la thème aujourd'hui, c'est aussi ces gens qui la thème. Et ce sont des infrastructures. Alors, je vais toucher là ça aussi. J'aimerais commenter une motion de membre privé, la M45, qui a été débattue la semaine passée, très important aussi. Et finalement, on parlait un peu du momentum que nous avons. Alors, avec cela, je vais commencer. Voilà, OK. Mais, sur le sujet des infrastructures durables, je voulais, dans un premier temps, souligner l'important travail que fait Sentinelle d'Outaouais. Saluer leurs efforts, ils crient haut et fort. J'aime tellement le travail qu'ils font. Que ce soit des questions de déversement dans la rivière, côté
Gatineau et côté Outaouais, que ce soit l'enjeu du réseau de la brasserie, contamination historique, même la désignation patrimoniale de la rivière Outaouais. Il joue de façon très, très importante, et non seulement au niveau régional, mais à l'échelle nationale. Et c'est ça qui est tellement important. Je sais qu'Adèle est là aujourd'hui, je vous salue, et le travail que vous faites avec Meredith, bien sûr, et avec votre nouveau collègue, je ne sais pas si ici. Non, ben, en tout cas, c'est une bonne équipe. Là. Credo et Sentinelle d'Outaouais, nous avons de bonnes équipes sur le terrain. Mais il faut savoir, et moi je montre ces arguments à l'intérieur de notre gouvernement. Quand je parle au ministre Soki, moi je parle des enjeux d'infrastructures naturelles, la capitale naturelle, des services écosystémiques qui sont notre infrastructure. Et j'ai publié un article dans le Hill Times il y a 2-3 mois pour montrer l'argument qu'il faut investir de façon importante là-dedans. Je ne sais pas si nous ne savons pas tout le programme d'infrastructure, mais c'est sûr et certain que moi, j'aimerais voir des investissements dans nos infrastructures environnementales, non, comment ça en français, not the built infrastructure, mais l'infrastructure qui existe déjà, les milieux humides, etc. Alors, sachez que ce genre cette façon de penser, ça se discute dans le Parti libéral au sein de notre gouvernement. Mais j'aimerais aussi toucher le thème que Greg avait touché, les réseaux de transport en commun. Grosso modo, je partage sa vision. Je trouve que c'est une vision qu'il faut discuter. Et c'est sûr et certain que nous allons avoir des discussions, des consultations publiques avec l'STO. Tout le monde aura l'opportunité de faire valoir son point de vue. Nous autres aussi. Dans Pontiac, c'est non seulement les enjeux du STO et de l'expansion du Rapulus jusqu'à l'aéroport, sur Lorrain et peut-être jusqu'à l'aéroport dans le futur, mais quand on discute le Nord et quand on parle des régions, il faut savoir que le transport est très très important. Et il faut arrimer les services. Et cet arrimage, ce thème d'arrimage est très important. Parce que ce qui va, à mon avis, faire évoluer le débat de façon importante, non seulement dans les prochains mois, mais les 10 prochaines années, c'est tout ce développement ici et à côté, sur le Breton. Ce changement historique que nous allons voir, cette densification, ça va changer le débat et ça va changer la nature de ce que c'est Gatineau et Aylmer et moi j'imagine aussi tout ce qui est Pontiac, que ce soit Rossville, Chelsea, Lafayette. Alors, c'est une discussion très, très importante. Je suis tellement heureux que Greg nous a donné sa vision. Bien sûr, je dirais aussi, et parfois, Benoît me demande comment est-ce qu'on devrait, sur quels enjeux est-ce qu'on pourrait jouer de façon régionale. Moi, dans mon esprit, quand je veux conseiller des groupes ou des citoyens, moi je trouve que les décisions que prendront la CCM vis-à-vis les conditions sur le développement de la Breton sont critiques, absolument critiques. Cet arrimage entre Gatineau et Ottawa, absolument important pour le développement durable de notre région économique, sociale et environnementale. Alors, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Autre sujet que je crois j'aimerais que ce soit d'intérêt plus connu. Le travail de notre comité permanent de l'environnement et du développement durable. Alors, moi, je siège là-dessus. Et nous avons déterminé, et je vais passer sur quatre thèmes que nous étudions maintenant. Et je vous ai mis là les résolutions unanimes qu'a pris cette comité-là. C'est-à-dire les libéraux, les conservateurs et le NPD sont mis d'accord d'étudier 4 thèmes très importants. Et si vous étudiez ces résolutions, comparer ces résolutions de travail, de focus de notre travail, avec le lettre de mandat du ministre de l'Environnement, vous allez voir qu'il y a une très intéressante
mélange de priorités. C'est-à-dire, ça se peut qu'on ne voit pas dans l'aide de mandat du ministre McKenna les thèmes des substances toxiques. Cependant, les deux lois les plus importantes au Canada au niveau fédéral sont la loi sur les pêches, en particulier les sections 35 et 36, et la loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1899. Nous allons étudier, puisque ce n'est pas dans l'aide de mandat de Mme ministre McKenna, on va étudier cette loi. Et on va voir comment on pourrait l'améliorer. Et on va faire des recommandations au Parlement. Et nous sommes certains que le ministre va prendre au sérieux nos recommandations. Et c'est comme ça qu'on peut pousser, même si le ministre ne peut mettre, faut que la ministre mette son emphase sur l'évaluation de l'impact environnemental, changement climatique, la conservation des aires et les aires protégées. Elle aura son focus, nous autres le nôtre. Et c'est comme ça qu'on fait bouger notre gouvernement de façon progressiste. Et je suis tellement heureux que ça a été des résolutions unanimes de travailler ensemble avec les conservateurs et avec le NPD. Autre thème de cette même comité, nous allons façonner des recommandations pour le changement à la loi fédérale sur le développement durable. Une loi assez peu connue, mais qui traite de toutes les stratégies de développement durable de chaque département. Alors, peut-être quelque chose que j'imagine que nos concitoyens de Hanover et Pontiac prendraient très au sérieux. Mais ces stratégies de développement durable, dans le passé, n'ont pas été traitées de façon sérieuse, pour l'avouer. Et quand la commissaire sur l'environnement et le développement durable, les rapports de cette commissaire ont été tellement dévastateurs dans le passé. C'était vraiment pénible, la performance fédérale là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et ça touche au changement climatique. On veut assurer que cette loi permette que la réduction des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre soit mieux réalisée et qu'il y a moins d'opportunités de ne pas assurer que la corporation du gouvernement, l'entité gouvernementale, ne prend pas des décisions importantes pour affecter sa performance. Autre sujet, les aires protégées. Bien sûr, avec des grands objectifs de protection maritime et terrestre, il faut absolument que nous ayons confiance que les méthodes de protection qui sont appropriées. C'est-à-dire qu'on peut avoir des cibles de 17%. Mais si nous ne sommes pas confiants que la qualité de la protection va être là, à cause des modes de protection que nous avons, il y a bien sûr des parcs nationaux, mais il y a aussi des aires de protection pour les oiseaux migrateurs, il y a des aires, des aires National Wildlife Areas. Pardon, parfois je ne connais pas tous les termes. Merci. Alors, il y a toute une gamme de genres de protection pour ces aires importantes et il faut qu'on les évalue. Dernièrement, je ne devrais pas avancer si vite que ça. Dernièrement, il y a une gamme sur le changement climatique, mais nous n'allons pas l'aborder jusqu'au moment où les tables intergouvernementales, avant qu'ils reviennent avec leurs études. Alors, tout ce qui traite d'un prix sur le carbone, tout ce qui traite de l'adaptation, etc., c'est à ce moment-là qu'on va investir notre temps là-dedans. Pas dernièrement, avant-dernièrement, cette motion de membre privé, mon
notre collègue Andy Fillmore de Halifax, celui qui a remplacé Megan Leslie du NPD, il a proposé que tout investissement infrastructurel dans le programme fédéral qui va venir, que chaque investissement ait une analyse de l'effet que cela aura sur les émissions en gaz à effet de serre. Alors, un aspect très important dans la construction de ce que sera notre programme d'infrastructure. J'étais heureux d'appuyer formellement comme est-ce qu'on dit secondaire? Oui. Appuyant. Ben merci. Ben j'apprends. Je préfère faire de fautes que d'avoir c'est très important de voir que ce sont des députés, ce sont des députés qui vont contribuer aussi. Ce n'est pas que le côté des ministres et du cabinet. Et je trouve ça très important. Je salue les efforts de Danny Fillmore à cet égard. Dernièrement, Momentum. C'est sûr que c'est un très bon moment en ce qui concerne la gouvernance fédérale et le développement d'une politique environnementale et de développement durable. Vous savez sûrement que maintenant, vous pouvez envoyer vos commentaires au ministre de l'Environnement vis-à-vis de tout ce que nous faisons au sujet du changement climatique. Tout ce qui est en train d'être négocié entre le fédéral et les provinces, on s'attend à ce que les gens nous donnent leur perspective. On s'attend à ce qu'on redéfinisse cet équilibre en termes de fédéralisme environnemental. Alors, ça, je n'ai pas donné le site web, mais si vous allez sur le site web d'Environnement Canada, ça va être très facile à trouver et on apprécie vos commentaires. Cet automne, et j'espère avec Credo, avec Sentinelle Outaouais, avec d'autres organismes écolos de la région et nationale, j'espère donner un forum sur l'environnement pour pouvoir aller plus profondément dans des thèmes que nous abordons maintenant, mais aussi d'autres. Et certainement, j'aimerais faire un reportage sur ce que nous faisons dans nos comités. Alors, s'il y a d'entre vous qui seraient intéressés à participer, merci de m'envoyer un courriel ou un Twitter, etc. Dernièrement, il y a un événement qui serait peut-être d'intérêt pour tout le monde ici. Le 4 juin, j'organise avec Pagaille Canada, Power Canada, et avec Tourisme de Pontiac, une descente d'environ 4 heures dans la rivière Outaouais. Nous allons partir de Portage du Fort. Nous allons suivre la rive et nous allons arriver sur la plage à Norway Bay, à Bristol. Là où il y aura ce jour-là le festival de Pontiac, bien sûr pour appuyer l'écotourisme de notre belle région, mais aussi pour apprécier ce que nous avons et célébrer notre patrimoine environnemental et culturel. Bien sûr, nous espérons que nos amis algonquins ils ont été invités, nous avons de très bonnes discussions avec eux autres aussi. Alors, nous savons tous que nous sommes sur leur territoire traditionnel, donc nous sommes sur cette rivière, nous savons que ça fait pas si longtemps qu'il y avait différents modes de vie qui respectaient l'environnement. Et il faut savoir qu'est-ce qui change, mais comment on peut apprendre de leur leçon. Alors j'espère que vous allez considérer venir, et même si vous ne pouvez pas venir, peut-être partager quand vous voyez sur Facebook ou par email, partager ces informations, parce que c'est nous autres qui va changer la façon de penser et les motivations de tout le monde dans notre région pour finalement arriver à de meilleurs résultats en termes d'environnement. Alors
merci beaucoup, j'apprécie. Merci beaucoup, M. Est-ce que vous permettez, madame, oui. J'aimerais émettre un commentaire suite à la présentation de M. Amos. Est-ce que vous permettez que je puisse faire un commentaire? Ma question s'adresse à M. Amos. Vous avez parlé que vous avez travaillé en collaboration avec le Parti conservateur, puis vous avez parlé de protection de l'environnement. On sait très bien qu'au cours de la période qui est en présence au pouvoir à Ottawa, ils ont modifié la loi sur les pêches pour là, les écrevisses et les cyprins ne sont plus reconnus dans la loi sur les pêches lorsqu'il y a des études d'impact environnemental. Est-ce que M. Fergus et M. Amos, est-ce que cette décision-là va être revue de façon à assurer la protection de la biodiversité dans l'environnement? Parce qu'on sait très bien que les gros animaux mangent les petits animaux. Fait que si on ne protège pas bien comme il faut les petits animaux, on a un petit problème pour les gros animaux. Fait que vous avez parlé de collaboration avec le Parti conservateur. J'aimerais ça voir si cette décision-là qu'ils ont prise il y a quelques années passées va être revue. Une très bonne question. Et petite histoire pour donner un peu de contexte. Je ne sais pas si j'étais le chanceux à avoir cette obligation, ce travail-là, mais en 2011, lorsque C-38 a été introduite, cette loi omnibus budgétaire, c'était moi, l'avocat environnemental, qui avait cette tome-là de 700 pages à évaluer, écrire les mémos pour que le moindre puisse évaluer, OK, comment va-t-on monter notre opposition? Alors, je connais très bien de façon proche les changements qui ont été gardés. Je dirais que le lettre de mandat du ministre Hunter Tutu, ministre de Pêche et Océan, ça lui confie la responsabilité de mener des consultations et arriver à une réforme de la loi sur les pêches. Alors, nous préconisons des changements. Deuxièmement, dans la lettre de mandat du ministre McKenna du côté de l'environnement, elle a été confiée le mandat de réformer la loi sur sur l'évaluation environnementale. Alors, tout ce qui traite du côté évaluation d'impact environnemental, ça va être revu. Et j'anticipe, en fait, je suis certain que le comité sur lequel moi je siège, que nous allons faire cette analyse de clause par clause, lorsqu'une loi est déposée, après la première lecture, deuxième lecture, ça va être donné au comité, et ça va être à nous autres de faire cette révision, de voir, OK, est-ce que nous allons suffisamment loin, par exemple, pour assurer que les évaluations d'impact environnemental puissent assurer la protection dont est nécessaire par la loi sur les pêches. Alors, c'est un travail de taille. On a tellement détruit ce qui est l'architecture de la protection de l'environnement fédéral. Effectivement, on a dévolu une gamme de responsabilités et ne parlons même pas de cette question d'enlèvement de fonds pour les scientifiques, etc. Alors, à mon avis, c'est un grand travail. Il faut avoir de l'espoir que nous pouvons le faire. Et je sais qu'avec des collègues comme Greg, des collègues comme Andrew Fillmore, des collègues comme Carson McKenna, même s'il n'est pas dans sa carrière une experte environnementale, elle est tellement intelligente. Et vous voyez comment elle a saisi le dossier du changement climatique de façon impressionnante. Alors, je suis. Et un premier ministre qui. C'est dans ses parents. C'est naturel. Le canotage, c'est naturel. Il descend dans ses eaux. Alors, moi j'ai la confiance qu'on ait la capacité
et la volonté de consulter les gens en interne. Monsieur Amos, je suis certaine que vous êtes rassuré comme moi que l'environnement est redevenu un enjeu important. Alors, ça me touche particulièrement, je suis certaine que vous êtes d'accord avec moi. Et je suis aussi contente que les politiciens viennent nous parler et qu'on a des discussions, que les gens, les citoyens peuvent s'exprimer et qu'on a des discussions, puis que c'est pas des gros projets qui ne sont pas en coulisses, des done deals, ça se fait avec la population, puis ça, je pense que c'est rafraîchissant. Sur ce, ça met fin à notre dernière grande conférence. Je pense qu'on a eu des discussions riches et de la plus haute importance tout au cours de la série. J'espère maintenant qu'ensemble, on va être capable de mettre davantage en action tout ce qu'on a appris lors des 6 conférences. Donc, je remercie le public. Vous avez été nombreux, en fait, au cours des 6 conférences. Et je vous invite à suivre le credo en terminant sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut que ça devienne viral, notre affaire. Puis aussi, n'oubliez pas notre AGA, qui est le 14 juin prochain. Sur ce, bonne soirée à tous!